Salut tout le monde, bienvenue sur ce petit live. Donc aujourd'hui, je vais vous parler à travers cette vidéo de défense, pas de défense physique comme j'ai l'habitude de le démontrer auprès de mes élèves dans les clubs, hein. Donc, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis instructeur en Krav Maga. Et voilà, je vais vous donner des clés que j'ai utilisées à travers aussi mon expérience professionnelle, puisque j'ai travaillé également en protection rapprochée et en discothèque durant presque 15 ans de ma vie. Et j'ai appris à travers ce métier à décrypter différents profils. Et je vais vous en faire part aujourd'hui sur un petit résumé assez court. Avant toute chose, sachez bien une chose, c'est que dans la communication, lorsque je m'exprime avec une autre personne, lorsque vous vous exprimez aussi avec une autre personne, seuls 7% de vos mots vont avoir un impact. Et ouais, puisque dans la communication, tout grand communicant vous expliquera aussi bien que moi, même mieux, que lorsque je m'exprime avec une personne, je vais avoir 55% sur le visuel. Donc dans une conversation, à 100%, c'est composé de 55% sur le visuel, donc sur la façon dont je vais bouger mes mains, ma prestance, ma façon de me tenir, euh, la proximité que je vais mettre avec la personne pour la discussion. Ça va être très très impactant. Ensuite, l'intonation. L'intonation de ma voix va représenter, elle, 38% de la communication. Euh, voilà, je vous la fais courte, hein. Si je souhaite à une personne ah, salut, bonne journée, hein. Voilà, l'intonation, la façon, le geste, salut, bonne journée. Évidemment, on voit qu'il n'y a que du positif et que, enfin, du moins, sinon je fais bien semblant que je lui souhaite réellement une bonne journée. Si je fais, ouais, c'est ça, bonne journée. Et voilà, vous avez vu, j'ai utilisé les mêmes mots. Donc vous comprenez plus maintenant pourquoi mes mots représentent que 7% de la communication. Donc pour me faire respecter, ça va être aussi la même chose. Quand je vais dire à une personne, si je baisse la tête et que je lui dis non, non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, ça n'aura pas autant d'impact. Évidemment, je vais nourrir sa confiance, il aura encore plus envie de me victimiser que si je lui dis écoute, stop là, on va arrêter là maintenant. Stop, on arrête. Donc la façon de me redresser, ça va crédibiliser. Alors je vous entends d'ici déjà dire ouais c'est facile Nico, on n'a pas le même physique, etc. Ça va impacter, ouais certes, mais déjà vous allez au moins limiter la casse. Voilà, je suis pas toujours convaincu. J'ai vu des mecs, hein, j'ai bossé aussi notamment avec des mecs qui faisaient une demi-tête de moins que moi et qui se faisaient tout autant respecter que d'autres collègues qui pouvaient faire 2 mètres. Tout ça, ça va être dans le charisme, dans vos yeux. On dit souvent, bon, puisque je suis aussi coach en PNL, que les yeux sont le miroir de l'âme. Et vous allez voir aussi dans les yeux l'apport d'une personne. Donc l'apport ne peut pas forcément toujours se maîtriser, mais elle peut se camoufler. Donc là aussi, il y a des techniques. Si vous avez réellement peur et que vous ne laissez pas transparaître, vous avez plus de chances aussi de sauver votre peau sur un conflit que celui qui va baisser la tête et qui va se soumettre. Donc n'oubliez pas une chose, c'est qu'une personne qui vient vous agresser, elle s'est mise là par rapport à vous, d'accord? Sinon elle ne vous agresserait pas. Si elle ne se sentirait pas inférieure à vous, supérieure pardon, à vous, elle passerait à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc une personne qui vient vous agresser 9 fois et demi sur 10 et encore, elle est certaine d'avoir l'ascendant sur vous, sinon elle ne viendrait pas vous raqueter, elle ne viendrait pas vous mettre la pression. D'accord? Donc ça, n'oubliez pas. Euh, Elle se positionne au-dessus de vous parce que vous l'avez laissé croire qu'elle était au-dessus de vous, peut-être par votre façon de marcher dans la rue, peut-être par la peur. Donc c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit que la peur évite pas le danger. Moi je le complète en disant qu'au contraire, la peur évite pas le danger, elle le provoque. Plus j'ai peur, plus je laisse transparaître que j'ai peur, plus je vais m'attirer des emmerdes. Donc ça c'est, voilà, ne le négligez pas, ça se travaille, il y a des exercices de respiration. Une fois de plus, là je vous la fais courte, hein, c'est une petite compile en traçant les gros titres. Après on verra pour détailler davantage, mais voilà, ça c'est extrêmement important déjà à prendre en compte. L'environnement va y jouer aussi un impact important. Vous prenez un champion de boxe et vous le mettez au milieu des favelas de Rio, là, de Janeiro. Et évidemment que le mec, il a beau être super boxeur, il va fréquenter un endroit où il se met en danger. Donc voilà, il arrête des coups de poing sur un ring. Mais après, voilà, dans un milieu dangereux comme ceci,
il ne sera pas en sécurité. Donc il y a des endroits, il y a des heures, il y a des choses à respecter. Il y en a peut-être qui vont penser, ouais, t'es gentil, mais on a quand même envie de vivre. Donc d'accord, mais après, voilà, je ne vous demande pas de vous empêcher de vivre, mais un petit peu de prévention, sans tomber dans la paranoïa, mais soyez vigilants. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous montez dans le tram pour nos amis là, de la région parisienne aussi qui vont regarder cette vidéo. Vous prenez le métro, bon ben voilà, évitez de vous mettre au fond du wagon ou au fond d'un train de banlieue à 19h. Vous allez évidemment plus être susceptible de vous faire emmerder que si vous mettez, je sais pas moi, plus sur l'avant, plus derrière le chauffeur, d'accord? Donc après, c'est des petits endroits stratégiques et des habitudes à prendre en compte dans notre quotidien pour limiter, voilà, pour limiter les emmerdes, ok? Tout comme si j'ai, voilà, pour une femme qui va avoir son sac à main, qui va positionner le sac à main au niveau de la route, euh, dans un endroit ou dans une zone pas forcément fréquentable, hein, ou même fréquentable d'ailleurs, mais vous allez plus susciter le risque de vous faire arracher le sac lorsque vous êtes enfin, sac contre route que si vous le longez contre les vitrines. Donc là aussi, c'est juste un petit réflexe à adopter. Au début, bon, on conscientise un peu, et après, vous le ferez inconsciemment sur votre quotidien, et là aussi, ça sera plus facile. Les portes du tram s'ouvrent. Si vous avez le téléphone comme ça, évidemment, il y a évidemment plus de risque de se le faire arracher par un passant. Donc ça, c'est aussi, c'est des petits... c'est un nouveau bon sens. Alors, ouais, c'est malheureux de vivre comme ça, mais voilà, on a une société, on va pas lancer de débat sur ça, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut s'adapter, quoi. Donc, voilà, pour vivre sereinement, il faut être capable de réadapter des habitudes, et puis, si vous avez une meilleure solution, je suis preneur, envoyez-moi un petit message. Mais voilà, moi, c'est déjà les premiers conseils, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Utiliser aussi, pourquoi pas, quelquefois les vitrines un peu en guise de rétroviseur. Ok, des fois vous avez l'impression d'être un peu suivi ou quoi que ce soit, ben, arrêtez-vous. Il y a aussi la ruse, hein. La ruse c'est important. J'ai tellement d'anecdotes en tête que je ne sais par quoi commencer, mais j'ai souvenir d'une femme qui m'avait dit un soir, voilà, elle avait vraiment peur de se faire poursuivre. Et quand elle arrive justement face à... Ah non, c'est pas ça, c'est quand elle arrivait, c'est ça, face à un groupe. Et ben face à un groupe, elle baissait la tête, elle se sentait tellement mal que ben, euh, ça pouvait, deux ou trois fois comme ça, lui amener bah, des questions, peut-être un peu de dragouillage, un peu relou, quoi. Donc je lui avais dit, prends les devants. Et en fait, ce que je peux conseiller sur un truc comme ça, bah, c'est directement d'aller prendre les devants, d'aller voir le groupe en disant, je sais pas, un coup de bluff. Vous avez peur de vous faire raqueter une cigarette, vous dites, je sais pas, tiens, je passe devant et me raqueter. Bah, devancez, demandez-leur à, voyez un groupe de jeunes qui vous inquiètent un peu, ils sont peut-être très gentils, mais ils vous inquiètent. Et bah, demandez-leur directement une cigarette. Tiens, les gars, vous n'avez pas une cigarette là, parce que j'en peux plus. Non, justement, on allait t'en demander une. Donc déjà, ça évitera. Et le fait aussi d'aller sur un premier contact, et bah, vous ne montrez pas, même si vous avez le cœur à 200 à l'heure, vous n'allez pas montrer de peur. Donc à partir de là, ça va déjà faciliter des choses. Ça va déjà faciliter pas mal de choses. Et puis, voilà, ça passera, vous passerez pas dans les premières potentielles victimes. Ils choisiront malheureusement peut-être une autre personne, peut-être pas. Mais voilà, le fait de y aller directement, on dira, tiens, vous n'avez pas vu un gars passer, là, j'étais un grand costaud, là, je le cherche de partout. Donc vous êtes en train de directement expliquer aussi ben, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une autre personne qui est susceptible d'arriver, une autre personne qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ignorent le physique. Donc après, ils travailleront avec leur imagination. Et là aussi, voilà, vous ne rentrez plus dans les critères de victime idéale. Donc ça peut éventuellement aussi abaisser le risque aussi à ce niveau-là. Donc voilà, voilà. Je regarde si j'ai d'autres idées qui me reviennent, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Donc l'environnement, choisissez bien votre environnement, ça c'est super important. Euh, Adopter aussi une bonne attitude, d'accord. Si je marche tête baissée aussi, ouais, ça c'est extrêmement important. Si j'arrive tête baissée,
Alors déjà quand je vais marcher tête baissée, déjà je vais moi-même me sentir faible parce que la façon dont vous allez placer votre corps, vous allez modifier, d'accord, au niveau neurotransmetteurs, etc. Vous allez évidemment avoir une meilleure estime de vous-même. Si je marche comme ça, je vais me sentir faible. Si je marche comme ça, je ne dis pas que je vais soulever des montagnes. Peut-être qu'il y aura le cœur, mais du moins, même si moi je reste persuadé qu'on se sent toujours un peu mieux lorsqu'on se redresse et qu'on a une démarche un peu plus affirmée. Alors, n'en rajoutez pas trop, faites pas le mec qui roule trop des mécaniques parce que ça peut énerver quelques personnes et là, vous allez faire l'inverse, vous pouvez aussi vous faire emmerder davantage. Mais redressez-vous. Attention aussi à ne pas avoir une démarche asymétrique ou quoi que ce soit. Ça me renvoie à l'explication que j'ai pas terminée tout à l'heure par rapport à une étude justement qui s'est déroulée dans les années 90 dans une prison américaine. Donc il y a plusieurs psychiatres qui ont pris plusieurs criminels, hein, donc des criminels en tout genre, hein, viol, vol, braquage, etc. Et ils en ont pris une dizaine de ces mecs-là, qu'ils ont placés dans 10 salles différentes. Et ils leur ont passé en boucle des vidéos de personnes qui marchent un petit peu, qui marchent dans la rue, où il y a du passage, d'accord. Et ces 10 personnes-là qui se voyaient pas, qui n'étaient pas ensemble, ils ont passé, je sais plus, une demi-heure de bande passante, hein, de gens qui traversent, et ils leur ont demandé de sélectionner une vingtaine ou une trentaine, je ne sais pas les chiffres exacts, de personnes, de potentielles victimes qui pourraient racketter, agresser ou je ne sais quoi. Alors, ce qui est super intéressant sur cette étude, il s'avère que environ 70 à 80% de la sélection est commune entre ces 10 mecs-là qu'ils ont pris. Ce qui veut bien dire que la façon, l'attitude, la démarche, le rythme auquel vous marchez, la symétrie des bras, la tête baissée, enfin bref, l'attitude générale pour faire simple, est quand même commune. Et si vous modifiez si vous modifiez votre attitude, votre démarche, si vous n'avez pas les épaules rentrées, si vous n'avez pas la tête baissée, les mains dans les poches, recroquevillé, trembler, alors évitez de faire des trop petits pas ou des trop grands pas, là aussi ça traduit un mal-être, et derrière on reste des animaux sociaux et on communique entre nous à travers tout ce qu'on ne voit pas en fait, enfin tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on on ne maîtrise pas, d'accord. Donc là, vous allez plus vous faire agresser. Donc, et là, je termine mon explication, je reviens sur ça. Modifiez votre attitude. Voilà, redressez-vous, ne laissez pas transparaître quoi que ce soit de faiblesse, parce que là, derrière, vous attirez davantage les agressions. Voilà. Ok. Maintenant, passons aux réflexes qu'on a. Donc, je parlais il y a 2 secondes qu'on est des animaux sociaux et qu'on communique entre nous par tout ce qu'on voit pas en premier lieu, tout ce qu'on ne pourrait pas identifier. On n'a pas l'impression comme ça peut paraître un peu gros, dire ouais, changeons la démarche ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est une communication qu'on a subconsciente entre nous et c'est subconscient qui va donner mon subconscient de mon attitude qui va donner le message à un autre subconscient de ma faiblesse, de ma peur, etc. Donc je suis en train de communiquer pas par les mots, mais par mon attitude, en train de lui dire, voilà, tu vois, là j'ai peur de passer là, donc j'ai peur, je me rabaisse par rapport à toi, je me soumets, et comme je me soumets, je suis en train de te donner l'info que tu es dominant par rapport à moi et que tu pourrais éventuellement en abuser en me raquettant, en m'agressant, en faisant quoi que ce soit. Donc, plusieurs attitudes. Il y a plusieurs attitudes et plusieurs réactions selon les personnes. Il y a des personnes qui vont être dans la négociation, il y a des personnes qui vont être dans le combat, il y en a qui vont être dans la fuite. Voilà, donc ça comme les animaux, il y en a qui vont se mettre en léthargie. Vous savez, la léthargie, ils vont sécréter un paquet d'hormones pour pas souffrir quand ils vont se faire bouffer, quand ils vont se faire choper par un lion ou quoi que ce soit. Il y a le guépard ou d'autres animaux qui vont plutôt miser, eux, sur la fuite, d'accord. Bon, sur la négociation, c'est assez rare chez les animaux, il y a plus du test, c'est différent.
Ouais, le combat, je l'ai dit. Alors nous, en tant qu'humains, on peut utiliser aussi la feinte. Voilà. Idéalement, nous, on va vraiment travailler intelligemment sur la négociation. La négociation, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace à mon sens. Donc ça, on va le voir un peu plus tard, ok, comment on peut négocier. Moi, je voudrais déjà vous aborder ce qu'on peut utiliser quand les mots ne suffisent pas. Déjà, on va prévenir en gardant une bonne distance. Je vais garder toujours une distance de sécurité. Si je viens parler tête contre tête, voilà, je vais prendre un coup de poing, un coup de plafond, ça va très très vite. Donc soyez extrêmement vigilants sur ça et gardez déjà dans un premier temps les distances. Ok, donc, je vais essayer de me mettre debout pour vous montrer. Là, ici, ok, pas de souci, je comprends. Donc j'ai les mains ouvertes. Je ne vais pas fermer les poings. Fermer les poings, bah, c'est une incitation au combat. Lorsque j'ai les poings fermés, c'est difficile de demander à un mec ou une femme, hein, si vous êtes entre filles, de se calmer, les poings fermés. Donc ici, là, certes, je ne vais pas pouvoir rester comme ça, deux plombes. Donc vous allez fermer les bras, sans verrouiller, juste comme ça. En plus, là, ça donne l'attitude, voilà, d'écoute, hein, d'écoute active. Donc je suis là, j'ai les bras fermés, là, je vais pouvoir bloquer, je vais pouvoir bloquer. Donc, ok, l'objet de la vidéo, bon, c'est pas sur la défense physique, donc je vais rester dans mon thème, mais ça, quand même, sur votre attitude, c'est quand même un bon geste de prévention. Donc, je garde des distances, il avance, je recule. Ok. Après, derrière, il y a des coups d'arrêt, mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail sur d'autres vidéos. Je vais essayer de ne pas trop m'échapper. Vous pouvez, si vous devez percuter, il y a plein d'armes naturelles, hein. Voilà, vous pouvez taper avec la tête, vous pouvez utiliser les paumes de main. Il est préférable de mettre deux claques dans les oreilles. Vous allez taper sur les tympans qui vont agir sur l'oreille interne. Ça fera beaucoup plus de dégâts. Si vous mettez un coup de poing et qu'il est dur, et qu'il a l'habitude au combat de rue, et que vous mettez un coup de poing, évidemment, vous allez rendre encore plus agressif. Vous devez le mettre sur pause. Donc moi, je pars toujours dans l'idée où même si, voilà, je ne sais pas à qui je m'adresse derrière cette vidéo. Donc que vous fassiez 50 kilos, 100 kilos, que vous soyez un homme, une femme, un ado, un plus petit ou un plus grand, un sportif, un pas sportif, peu importe qui que vous soyez, utilisez des coups, voilà, qui sont efficaces pour tout le monde, qui font mal. Donc une bonne claque dans l'oreille, vous allez agir sur l'oreille interne, trouble de l'équilibre, et là il y a aussi un choc émotionnel sur une fraction de seconde qui va le perturber. Vous pouvez éventuellement aussi enfoncer les doigts dans les yeux, toujours en situation de défense. Donc, petite parenthèse sur la défense. Qu'est-ce que c'est la défense? Bon, bah, la défense, enfin, du moins, dans quel cas je suis en position de légitime défense? Je suis en position de légitime défense lorsque j'agis simultané et proportionnellement à l'agression. S'il me met un coup de poing, que je tombe par terre, que je me relève 5 minutes après, je lui remets un coup de poing, je suis dans de la vengeance. D'accord? Je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous donne juste le cadre légal. Ok? Juridiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Après, bon, chacun agit différemment et vous agissez en votre âme et conscience à ce niveau-là. Maintenant, là, c'était sur les règles de simultanéité. Après, je dois agir donc de façon simultanée. Il m'envoie un coup de poing, je bloque, j'esquive, je remise, d'accord, dans le même laps de temps. Et proportionnellement, si le mec me donne un coup de poing et que je le balaye et que je lui saute à pieds joints sur la tête, c'est compliqué devant la barre de tribunal de justifier ça devant monsieur ou madame le juge. Donc rester simultané et proportionnel à l'agression, c'est ce qu'on appelle l'article 122.5 du Code de procédure pénale. Il y a tout un tas d'autres lois, mais voilà, c'est juste pour votre information. Vous pouvez taper également aussi, donc je vous ai dit les yeux, les oreilles, la gorge, hein, là comme ça, on appelle ça une gorgette, hein, dans le Krav Maga, ou morsure du cobra si y en a qui ont fait un peu de kung fu. Vous pouvez utiliser le coude. Le coude, c'est une arme redoutable, c'est extrêmement douloureux, même si vous avez un petit gabarit, ça fait extrêmement mal. Le coup de pied, donc l'utilisez pas n'importe où. Si c'est pour mettre un low kick, alors un low kick c'est bien pour quelqu'un qui fait de la boxe taille, qui a de l'expérience et puis qui va bien pouvoir le positionner. Mais vous prenez pas la tête, un bon coup de pied dans les parties sera largement, même beaucoup plus efficace. Et derrière, prenez la fuite, ok? Voilà, voilà. Donc voilà, ça taper sur ces points vitaux en utilisant ces armes de préférence que je vous ai citées. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors, pour réagir comme ça face à une agression, il va falloir gérer les émotions. Donc, comment gérer ces émotions?
Alors, bon, ça a l'air facile quand je le dis, c'est évidemment comment réduire ses émotions, parce que je ne vais pas parler de maîtrise d'émotions, parce que la peur, évidemment, elle va être positive, cette peur, parce que si vous n'avez pas la peur, derrière, vous allez pas passer en mode survie, et justement, c'est cette peur, et la libération de cette peur grâce à la respiration, ou plutôt à l'expiration sur le coup, qui vont vous donner une puissance phénoménale sur cette défense. Donc, c'est bien que vous ayez peur, c'est normal, c'est un réflexe reptilien. Et utilisez cette peur vraiment pour évacuer toute votre énergie et frapper efficacement. Donc voilà, ça c'est important de ne pas oublier de respirer face à une agression et de se recentrer sur soi-même. Donc comment je réagis concrètement face à un agresseur qui vient m'agresser? Verbalement déjà, dans un premier temps, puisqu'aujourd'hui on est sur de l'agression verbale. Donc face à un agresseur qui vient m'agresser, il faut comprendre plusieurs choses. La première, la plus importante, c'est qu'une personne qui vient vous agresser verbalement, elle va s'énerver parce qu'elle a le sentiment, elle a la conviction même, je peux dire, elle a la conviction de ne pas être comprise. C'est pour ça qu'elle va s'exciter dans tous les sens. Parce que pour elle, elle n'est pas comprise. Et si vous lui dites non, mais c'est bon, et plus vous allez lui faire comprendre qu'elle a tort, plus vous allez exciter, plus vous allez vous mettre en danger, et plus ça va péter. Et là, dans ce cas-là, on va en arriver rapidement avec les points. Donc soyez extrêmement vigilants sur ce point-là. Donc, elle avait la sensation de ne pas être compris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur un constat, sur un accident de voiture, sur un désaccord quelconque ou quoi que ce soit, eh bien, déjà, prenez du recul. Le plus important, c'est le détachement. Le détachement. Je suis là, bon, je prends du recul, ok, sur moi-même. Parce que si je suis en train d'écouter mes émotions, et puis peut-être, hein, je ne vous dis pas que vous avez peur, peut-être que vous avez envie de le bombarder, c'est bien, vous allez le fracasser. Et après, il va porter plainte, vous allez vous retrouver à payer, et vous allez perdre votre agrément, vous allez vous engendrer plusieurs trucs. Une fois de plus, c'est vous qui voyez ça, c'est vous qui allez le gérer. Pour ceux qui veulent la solution, plus de désamorcer le conflit, déjà l'écoute active, c'est super important. Donc le détachement, je suis là, bon, ok, je me décentre un peu, enfin je ne prends pas mot pour mot ce qu'il est en train de me dire, mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter attentivement. Donc en prenant des postures, en gardant la distance, là le fait d'avoir les bras croisés comme ça peut donner aussi le sentiment que je l'écoute, que je suis concentré sur ce qu'il me dit. Donc le conflit, voilà, je vous l'ai dit, ça va s'alimenter quand l'autre il a l'impression de ne pas être entendu. Écoutez-le bien. Derrière, lui, il est décentré, il est fou, il est centré sur vous, d'accord? Il est extrêmement énervé. Je vais le recentrer sur lui-même en reformulant. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise dans la programmation neurolinguistique, c'est la reformulation et le questionnement. Il n'y a rien de plus puissant, d'ailleurs sur vous-même, hein, et sur les autres, que le questionnement. Lorsque vous allez re-questionner, vous allez reformuler en disant ouais, ok, donc je comprends bien, là tu es super énervé parce que je prends souvent cet exemple-là et je vais le reciter. Voilà, toi tu as une voiture, tu as une Maserati et moi j'ai une Twingo de merde. Et en fait, avec ma Twingo, j'ai grillé la priorité et j'ai embouti ta voiture. Donc si je comprends bien, tu es vachement emmerdé parce que voilà. Et je comprends parfaitement, d'accord? Vous comprenez. Je vous demande pas de vous soumettre et de faire de la lèche, mais juste voilà, comprendre. Ouais, ok, je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai une bagnole de merde, t'as une super voiture. Voilà, je t'ai embouti, j'ai pas fait attention et il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc ouais, après l'énervement, ça je le comprends. Moi, à ta place, je serais peut-être même plus énervé. Ok, lorsque vous allez renchérir dessus. Mais voilà, le dites pas avec un ton de soumis. Vous pouvez vous imposer en disant, en reformulant la chose. Lui, il va chercher de la contradiction pour faire monter encore plus la mayonnaise. Si vous reformulez que vous allez dans son sens, bah, c'est compliqué. Il va dire, ouais, mais ok, vous comprenez, mais vous n'êtes pas à ma place. Ouais, je sais, je suis pas à votre place. C'est pour ça que je serai à votre place. Je serai certainement, peut-être même encore plus énervé. Donc, allez-y, si ça vous défoule, de toute façon, je comprends. Non, mais et là, c'est compliqué. Alors, attention, hein, je ne dis pas que c'est magique, que je gagne une baguette et que ça va marcher à tous les coups. Mais du moins, ça va déjà apaiser. C'est sûr que, voilà, selon les personnes, ça apaisera plus ou moins. Mais ce qui est certain, c'est que là, on ne va pas rentrer dans la contradiction et enchérir davantage le conflit. D'accord? Donc, détachement, écoute active, reformulation, c'est ce qu'on appelle l'accusé de réception. Voilà, boum, ok, on est là. Et l'agresseur, bah, lui, il attendra la contradiction. Donc si je lui montre que je comprends et que je peux éventuellement me mettre à sa place, même si j'y suis pas, voilà, je peux déjà reformuler, donner cette accusé de réception. Et là, derrière, je propose
plusieurs solutions. Donc écoutez, moi ce que je vous conseille, évidemment, logiquement, là, c'est de faire un constat, de faire un constat, et puis d'autres solutions. Si vous voulez, je connais un bon carrossier, ou alors, je sais pas moi, proposer, voilà, ce qui vous vient. Peut-être que ça, on regarde, je sais pas, ça je peux le prendre pour moi, ou vous allez là trouver plusieurs solutions, dis-moi proposer plusieurs solutions en demandant est-ce que vous voulez que je vous raccompagne ou voilà, montrer quelque chose. Lui, il faut bien qu'il comprenne que ça vous amuse pas d'être dans cette situation-là et le fait de voilà de reformuler, de le recentrer sur lui-même, ok. Le fait de, il y a beaucoup de personnes qui s'énervent, qui sortent des phrases sans forcément en prendre conscience. Et le fait de reformuler, vous lui rappelez en fait qu'il est un peu con, quoi, qu'il est en train de partir dans sa connerie, qu'il est en train de s'emballer. Le fait de le réentendre, on se dit ah ouais merde. Donc et vous reformulez pas en disant c'est un peu un questionnement, c'est ouais, si je comprends bien, vous êtes super énervé pour ci ou pour ça. Voilà, donc là, ok, il va reprendre conscience. Si vous lui dites de se taire, de se calmer ou quoi que ce soit, vous allez l'envenimer, il est dans la contradiction, il cherche la contradiction, il est dans le conflit. Donc faites-le redescendre progressivement et intelligemment. Voilà, voilà. Ça pour moi, voilà, c'est le plus important. Après, bon, regardez aussi parce que ça fonctionnera pas si la personne elle transpire, si la personne elle est sous stupéfiant, si la personne est alcoolisée. Regardez si elle est pupille dilatée. Il y a des signes aussi non verbaux, s'il se touche le nez, s'il a le poing serré, si sa transpiration s'accélère ou quoi que ce soit. Donc là, dans ce cas-là, gardez la distance et voilà, voilà. Et après, derrière, vous anticipez sur ce que je vous donnerai comme outil dans des prochains posts. Voilà, voilà. En attendant, portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. Et j'ai omis plein de détails, mais j'ai essayé de faire le plus court possible. On est déjà à 27 minutes. Donc, ceux qui auront regardé jusqu'au bout, merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!